Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode, le 19e de la 10e saison d'Une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, ça ne nous rajeunit pas. 10 saisons. D'où la petite barbiche blanche. Toi, t'as la barbiche, moi j'ai moins de cheveux qu'au début. Clairement, 10 saisons. J'assume ma déficience capillaire. Je te salue Alain McKenna. Dans notre épisode, on va parler de plein d'affaires. On va parler de Formule 1 et l'implication de Lenovo là-dedans. J'ai été invité au Grand Prix de Montréal par Lenovo, qui sont partenaires mondiaux au niveau de la F1. J'en parle parce qu'ils m'ont vraiment gâté, là. J'avoue, mais c'est impressionnant la logistique de la Formule 1. Il y a plein, évidemment, là, on aime ou on n'aime pas la Formule 1, on est pour ou contre, mais la logistique est extraordinaire de ça. J'ai eu l'occasion de voir ça. On va parler, est-ce que tu as des retours du WDC, toutes des choses, des souvenirs, des réminiscences? Ben écoute, on a, si vous êtes, parce que c'est ça, on peut essayer les bêtas développeurs si on est développeur, donc l'application de chez Apple, et c'est là où on peut discuter des nouveautés. Il y a eu des nouveautés, il y a un truc, et il va falloir l'essayer, ce qui m'intriguait le plus, c'était la partie pour les AirPods Pro où on peut les utiliser en mode qualité studio. Et ça, ce que ça sous-entend, c'est que le micro est capable de générer une qualité studio. Donc, en principe, j'aurais plus besoin de cette grosse patente-là ici, et non plus des gros, juste mettre les AirPods, parce qu'ils ciblent les créateurs de contenu. Donc, oui. Et donc, ça va être la prochaine chose à faire. C'est un élément parce que évidemment, c'est des mises à jour qu'on a vues, mais qui sont rendues publiques au fil du temps. Là. Oui, je vais pas te prendre de cours avec ça. C'est juste que des fois, on va dans un événement, puis on a des flashbacks, on a oublié des choses, il y a des choses qui se sont révélées ensuite. De petites choses, oui, c'est ça. On va parler de TikTok, de WhatsApp, d'une station B-Station, ceux qui veulent stocker leurs données de façon relativement sécuritaire, mais pas nécessairement dans leur ordinateur, la rendre accessible de partout. Votre propre petit nuage, le B-Station de Synology, très beau produit. Il y a des avantages et des inconvénients, on vous en parle, puis aussi d'un nouveau Roku, tout petit, portable, facile à déplacer. Ceux qui s'en vont en vacances, ceux qui s'en vont en déplacement, au chalet, et ainsi de suite, vous pouvez continuer de profiter de votre contenu. Ça va être un bel épisode, Alain, avec beaucoup de petits espressos de tech. Oui, monsieur. Et on va partir ça tout de suite, mais avant, parce qu'il faut bien sûr remercier et saluer nos commanditaires, parce que c'est important, c'est grâce à eux si on peut faire le balado. Alors, on les salue. On remercie TELUS, bien sûr, comme à chaque semaine, ainsi que Plan Hub. Si vous prévoyez partir en vacances cet été, Plan Hub est votre ami. Pour plein de raisons. Ils vont vous donner d'ailleurs les bons forfaits cellulaires pour voyager, si vous voulez avoir l'itinérance intégrée dans votre plan, ou des plans de voyage, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs. Ils ont des articles pour ça. Ils ont aussi le site sœur SimBud qui va vous aider à trouver une carte eSIM si vous voyagez et vous voulez justement avoir une mobilité numérique, de données numériques, j'aimerais dire, plus large que juste cette fonction d'itinérance. Donc, allez voir ça, on les salue. Et on les remercie d'être avec nous. Et tu l'as dit, go les espressos. Je vais tout de suite partir avec une petite parenthèse. Oui. Parce que on en parle depuis 2 semaines et on va le faire la semaine prochaine, ou en tout cas au retour à un prochain épisode d'une tasse de tech. On va faire tirer le fameux ordinateur portable gracieuseté d'Incertec dont on parlait il y a 2 semaines. Depuis 2 semaines, en fait. On a la liste des gens qui se sont inscrits. Merci, vous êtes super nombreux. Sérieusement, il y a plus de gens qui se sont inscrits que je l'aurais cru. Oui, moi aussi. Parce qu'on fait toujours un peu ça, tu sais, c'est un peu à l'aveuglette. On ne sait pas comment ça va fonctionner, comment ça va marcher, la réaction des gens, mais il y a une grande réaction. Donc, merci et je vous salue tous. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a effectivement des vrais humains qui nous écoutent. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent des chiffres. On n'ira pas là-dedans, là, mais nous, on a des vrais humains. Je vais dire ça comme ça. Mais bref, on va faire le tirage au prochain épisode. On va avoir les gens d'Incertec pour s'assurer que tout ça est transparent et honnête, et évidemment, et bien fait. Mais donc, parle-nous, pour vrai, Pascal, de Formule 1, parce que tu es allé au Grand Prix de Montréal. Et ce que tu as vu, c'est des choses qu'on voit jamais, en fait. Là. Oui, et c'est vraiment, vraiment flyé, là. Ils m'ont emmené dans leur ETC, le Event Technology Center, quelque chose qui est la régie de la F1. T'as pas le droit de prendre de photos, t'as pas le droit de filmer, tu peux juste prendre des notes avec ton papier crayon. C'est spectaculaire, mais c'est génial, c'est Lenovo qui m'a invité. C'est maintenant le partenaire technologique mondial au niveau de la Formule 1. Donc, il offre l'expertise et le matériel nécessaire, les serveurs, les laptops,
pour la gestion de la quantité massive de données qui sont générées par la Formule 1. Et c'est des chiffres qui font vraiment capoter. On va parler de serveurs personnels de fichiers, son petit nuage personnel, mais dans le ETC, le Event Technology Center, comme je l'ai dit, pas de photos. Tu te sens comme dans James Bond. C'est juste si on ne te fouille pas avant pour t'assurer qu'il n'y a pas de truc. J'exagère. C'est une régie mobile et j'ai fait de la télé pendant longtemps. La régie de la Revanche des Nerds, par exemple, c'est une espèce de semi-remorque qui était déplacée avec peut-être 10 moniteurs qui étaient affichés. La régie mobile de la Formule 1 gère plus de 90 caméras. Il y en avait 129 flux vidéo qui étaient gérés. 129. Je pense que Radio-Canada n'a pas une régie aussi grosse. J'ai vu la régie de Radio-Canada, il y a beaucoup de moniteurs, mais dans le ETC de la Formule 1, c'est encore plus que ça. Il y a 104 micros, 129 flux de caméras, je l'ai mentionné. On parle de 90 caméras, des drones, des hélicoptères, des téléphones qui sont autour, sans compter les caméras qui sont autour de la piste. C'est assez capoté, sans compter la télémétrie en temps réel de tout ce qui est Formule 1, toutes les données qui sont captées. Pour dire, à l'entrée du ETC, il y a une espèce de panneau. J'aurais tellement aimé prendre une photo de ça, parce que c'est, encore une fois, c'est tellement spectaculaire, ça devrait être affiché partout. Ça dit qu'il y a 52 km de fibres optiques qui sont déployées autour du circuit pendant l'événement. Il y a 600 téraoctets de données qui sont générées par Grand Prix, presque 600 téraoctets de données. On parle de 470 heures de télé, donc télé haute résolution, très bonne qualité, ainsi de suite. Tout le contenu du site formule1.com, tout ce qui est vidéo, données diffusées, ainsi de suite. Lenovo s'est associé au Grand Prix de Formule. C'est vraiment spectaculaire. Il y a un moment où j'étais dans une pièce dans le ETC, ils ont levé les rideaux, puis là, tu voyais toute la régie, tout le monde qui était là. Et ça, c'est mobile, ce truc-là. Fait que cette régie est déplacée de Grand Prix en Grand Prix. Moins de 7 heures après le Grand Prix, tout est démonté, remballé, rempaqueté et part vers la prochaine destination. C'est complètement capoté. Les données de Montréal sont transmises par des fibres optiques dédiées à Londres. Et c'est de là que l'information est triée, filtrée et envoyée partout. Diffusée, ben oui. Tous les réseaux, formule1.com, ainsi de suite, c'est capoté. Encore une fois, je vais en parler parce qu'ils m'ont invité, ils m'ont tellement gâté. Je vous le dis, je suis un peu biaisé, mais c'est impressionnant. Lenovo s'est associé avec la Formule 1 pour pousser la technologie. Je leur ai demandé s'ils allaient faire des laptops Formule 1 spécial, brandés, F1, special laptop. Ils disent, ben non. Si nous, c'est qu'on veut offrir les meilleurs laptops à nos clients. Si c'est assez bon pour la F1, c'est pas mal bon pour tout le monde. Et ce que j'ai trouvé intéressant au niveau du marché, puis c'est quelque chose que j'ai senti depuis un petit bout de temps, mais il l'a confirmé, qu'il y avait une augmentation de la demande des ordinateurs portables prosumer. Les gens maintenant, puis je sais que Thierry de Best Buy avait dit Oui, Thierry Lopez de Best Buy avait dit que pendant la pandémie, les gens avaient acheté vite des laptops pour se déplacer, pour pas cher, puis simple et tout. Il y a une tendance vers des laptops plus performants pour travailler à la maison, pour travailler plus efficacement, plus confortable, meilleure batterie, et ainsi de suite. C'est assez fou. Fait qu'avec la F1 et compagnie, ils ont besoin de laptops plus performants et tout. Ils ont testé pendant le Grand Prix de Chine les laptops, parce que là, il y a deux choses pour l'industrie qui est bien intéressante, puis on en a parlé avec Incertec aussi, la fin du support de Windows 10, donc les ordinateurs. Ça crée un moment pivot, là. Ça crée un moment pivot pour les entreprises. Beaucoup de laptops vont être remis, on va devoir faire une transition pour avoir des laptops avec Windows 11 dessus et les ordinateurs avec l'intelligence artificielle dedans. Et ils ont dit que lors du Grand Prix de Chine, ils ont testé des laptops avec l'intelligence artificielle dedans. Ils ont constaté une amélioration de la performance de 60%. Bon. Ce qui n'est pas négligeable. Si tu fais des simulations, si tu fais des projections, si tu as des images, si tu fais des graphiques, tu projettes tes données dans le futur, 60% de performance de plus, moins d'énergie, plus efficace, c'est assez capoté.
Et l'autre chose que j'ai appris, encore une fois, là, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Il disait qu'il participe à la récupération des données. Je fais encore un lien avec Incertec. Quand la Formule 1 a plus besoin de son équipement, c'est quand même de l'équipement de pointe, de l'équipement très, très, très performant, mais ils vont évidemment, parce qu'ils ont des besoins de données et puis ils veulent être à la fine pointe, ils vont, après un certain temps, remplacer leur équipement. Lenovo va récupérer ces données-là, il va s'assurer qu'ils sont réutilisés ou réemployés de façon la plus écologique possible. Entre autres, il disait que tout leur équipement est dans des emballages en bambou. Ah oui? Pour être facile, parce qu'il faut qu'ils le déplacent de Grand Prix en Grand Prix, puis il faut qu'ils puissent les réutiliser. Fait que tout est emballé dans des caisses en bambou qui permet de les transporter de façon écologique et légère aussi, que le transport de ça se fasse avec le moins de poids possible d'un emplacement à l'autre. C'est un gros effort parce que la F1 essaie de devenir de mémoire entièrement carboneux d'ici 2030, quelque chose comme ça. Et voilà. Ça explique le changement de calendrier. On veut se déplacer de moins en moins d'un Grand Prix à l'autre et forcément, on veut aussi réduire la charge à tous les niveaux. Donc, ouais, c'est un bon point, effectivement. Les enjeux technologiques, quand tu as de la logistique comme ça, et je vais juste faire une parenthèse globale. Là. Évidemment, je remercie Lenovo de m'avoir fait visiter et de m'avoir fait réaliser l'ampleur de toute cette logistique-là. Ce qui est fantastique, c'est que tout cet équipement-là est déployé et renvoyé en quelques heures, quelques jours. C'est la même chose partout dans le monde. C'est le même équipement qui se déplace. Fait que les gens se déplacent d'un endroit à l'autre et c'est comme s'ils retrouvaient la même pièce, le même endroit, le même bureau, mais dans toutes sortes de villes dans le monde et peuvent travailler efficacement. Je trouve ça complètement fou comme logistique et ils le font merveilleusement bien. J'ai fait un petit commentaire sur Blue Sky et j'ai dit si la même logistique était utilisée pour les travaux publics, la santé ou l'aide humanitaire. Ça coûte très cher, par exemple, parce que la F1, c'est pas exactement une série de courses automobiles abordables. non, mais compte tenu, c'est vrai que c'est cher la F1, mais ça marche versus les quantités astronomiques d'argent qu'on met dans les services de santé, dans l'éducation, et qu'on a des infrastructures qui sont pas terribles, déficientes et que ça roule pas impeccablement. Ça m'a fait réfléchir. Quand on veut, on peut. Effectivement. Quand on veut, oui. Quand on veut. Est-ce que les gens qui font des systèmes... Il y a certains systèmes qui sont qui sont lancés, développés, et c'est pas tout le monde qui veut nécessairement que ça fonctionne bien, parce qu'ils ont intérêt à ce que... Je ne vais pas tomber dans les grandes logiques. Mais bref, je vous prends une petite gorgée de café parce qu'on est quand même dans une énorme tasse, ceux qui nous regardent sur YouTube. Alain, on dirait une petite piscine. C'est effrayant. Ça contient sa juste dose de caféine, je peux vous le dire. Prends-toi une intraveineuse, gagne du temps. Écoute, je vais faire une transition, mais je vais quand même rester dans la haute performance, Pascal. Parce que il y a eu une petite nouvelle qui a été lancée cette semaine du côté de chez OnePlus, qu'on apprécie bien, parce qu'on parle souvent de choses pour OnePlus ici, et ils sont très agressifs. On était cette semaine avec les gens de Qualcomm qui soulignaient d'ailleurs leur collaboration avec OnePlus pour devenir une marque de plus en plus internationale, au-delà de ce que c'était bien avant, là, quand ils ont commencé. Et effectivement, ils poussent très, très fort. Ils ont annoncé différents nouveaux produits, dont celui, moi, qui m'intéresse le plus, c'est les OnePlus Buds 4, donc des écouteurs boutons Buds 4, qui vont être lancés le 8 juillet prochain. On a affiché une fiche technique, on a publié une fiche technique qui m'apparaît extrêmement séduisante pour des écouteurs qui, si on se fie au prix des Buds 3, donc la génération actuelle de ces écouteurs-là, ne coûtera pas plus de 150 $ canadiens. C'est des écouteurs qui même sont souvent en liquidation. Je pense qu'en ce moment, vous pouvez avoir les Buds 3 pour moins de 100 $. Et ce qu'on annonce pour les Buds 4, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on dit toujours, les écouteurs Bluetooth, sans fil, de marque chinoise, pas cher, sont généralement du très bas de gamme. Et OnePlus essaie de faire le contraire. Là, on parle d'écouteurs qui auraient toutes les caractéristiques les plus haut de gamme disponibles pour un écouteur bouton, dans le fond, qui coûte vraiment moins de 200 $. Entre autres choses, on parle de double haut-parleur, donc double driver, doté chacune des oreilles a droit à son propre décodeur numérique analogique pour créer un son très haut de gamme. Ce seraient les premiers écouteurs du genre compatibles avec le protocole LDHC 5.0. C'est hyper technique, mais concrètement, c'est une façon de transférer du son par Bluetooth qui assure, et je ne sais pas s'il n'y a pas un canal Wi-Fi là-dedans, mais qui assure la transmission d'un son sans perte le plus élevé possible. LDHC, c'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle du high-res audio, donc de l'audio haute résolution. Et la version 5.0 pousse, dans le fond, le niveau d'échantillonnage
au-delà de ce qui était disponible auparavant. On parle d'un taux d'échantillonnage maximal pour les Bodycat qui serait de 192 kHz en mode 24 bits. Ce qui est extrêmement plus capable de livrer du son que votre oreille peut en entendre. Et vous savez, quand on parle aux gens qui font « moi, j'entends toujours la petite différence entre du 16 bits, du 24 bits et tout ça. » Bonne chance avec ceux-là, parce si on arrive à avoir le son, le signal de la même qualité, la musique de la même qualité que ce qui est possible techniquement, on a un audio de très haute qualité. D'ailleurs, je pense que Spotify et sauf erreur se préparent à lancer un service dans ces eaux-là. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Exactement. Je pense que le service haute fidélité de Spotify est une légende. C'est comme le Yeti. On en parle beaucoup. Mais... Croisons-nous les doigts, ou dans ce cas-ci, croisons-nous les oreilles. Il y aurait aussi un mode de jeu intégré qui permettrait une latence inférieure à 50 millisecondes dans le signal l'envoi Bluetooth. Normalement, la tolérance de l'œil et des yeux, la synchronisation dont on fait du jeu ou quand on veut une interaction, c'est 200 millisecondes. En bas de 200 millisecondes, on ne fait pas vraiment la distinction. 47 millisecondes, c'est extrêmement rapide, donc on pourrait avoir les écouteurs sur jumelés à son téléphone ou un ordinateur, jouer à un jeu, et le son et l'image vont être très bien synchronisés. Donc, ça promet des écouteurs qui devraient coûter moins de 150 $, donc en principe le 8 juillet, à suivre. Mais j'aime cette amélioration de la fiche technique des écouteurs Bluetooth au fil des années. Et clairement, OnePlus est en train de pousser fort pour se positionner comme une marque haut de gamme. Donc, oui. Ça, je trouve ça intéressant. Oui, puis on veut une alternative à Samsung, on veut une alternative à Apple. Plus il y a de compétition avec le marché chinois, ils ont plusieurs marques et ça fait des téléphones avec des meilleures caméras, des téléphones avec des meilleurs écrans, des fonctions un peu flyées. Mais au moins, il y a de la compétition, puis au moins, il y a des innovations qui sont possibles là-dessus. Et parlant d'innovation, je trouve ça très particulier. Il y a Xbox qui a fait une annonce. Je pense que c'est le temps des annonces à plus long terme ou des partenariats stratégiques sur des longues avant périodes. Les vacances. C'est ça. Mais c'est fou parce que ça permet de voir qu'est-ce qui s'en vient dans le marché, dans l'industrie. La prochaine Xbox devrait avoir un processeur NVIDIA, partenariat stratégique de plusieurs années qui a été annoncé par Xbox et NVIDIA. Avec AMD, la compagnie qui fait les processeurs NVIDIA, les cartes graphiques NVIDIA. C'est pour alimenter la prochaine génération sur divers appareils, notamment les consoles. Fait que on prépare de façon stratégique la prochaine Xbox. C'est assez fou. Comme fois, je suis pas très gaming, mais c'est quand même flayé qu'à l'avance, comme ça, on planifie ce partenariat-là. On veut augmenter. Ça prend des années. Ça prend des années, travailler la bonne quantité, qu'est-ce qu'on fait, combien, à quel prix, on peut en produire combien rapidement, ainsi de suite. Fait qu'on veut s'assurer que l'expérience de jeu sur toutes les plateformes fonctionne bien, mais que Windows soit la meilleure plateforme pour faire du gaming là-dessus, en collaboration avec AMD. Fait que c'est fou comment les fabricants de processeurs, on a rencontré les gens de Snapdragon cette semaine, ça brasse du côté. Avant, il y avait Intel et les autres. Intel, AMD, et là maintenant Snapdragon qui arrive en donnant un coup de pied dans cette industrie-là. Très, très hâte de voir. C'est pour ça que les partenariats stratégiques vont permettre de faire les investissements nécessaires pour développer la prochaine génération de processeurs qui, j'espère, vont faire qu'on va avoir des appareils plus performants. Il y a certainement un intérêt dans le jeu vidéo en ce moment, parce que même Apple, qui est complètement dans une autre sphère par rapport à ça, insiste sur l'importance de ces puces et de ces processeurs et de ces ordinateurs dans le jeu vidéo. Donc, clairement, c'est une porte d'entrée pour bien des gens quand ils décident de faire l'achat de l'ordinateur, définitivement. Quand on parle de prosumer, souvent c'est ça, c'est que tu veux travailler fort le jour, mais le soir, tu veux utiliser... Te divertir fort aussi. Puis les étudiants, c'est ça, on achète un nouvel ordinateur pour son étudiant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va faire ses devoirs de mathématiques, il a besoin d'un Chromebook pour ça, mais le soir, il va pouvoir jouer en haute résolution. Direct sur Fortnite. Exactement. Fortnite, c'est pour les plus jeunes. Après ça, ils jouent à des jeux plus oui, exactement, tu as bien raison. On n'a pas assez parlé d'intelligence artificielle à date, Pascal, donc on va le faire parce qu'il y a une petite nouvelle qui est apparue. Moi, c'est une nouvelle qui est passée en douce et pourtant, il me semble que c'est gros. TikTok a annoncé qu'ils vont permettre la création de vidéos par l'intelligence artificielle pour les annonceurs sur son réseau social, bien sûr. Je pense que l'année dernière, ils ont lancé un tableau de bord pour annonceurs qui s'appelle Symfony, qui donne des outils de création publicitaire pour TikTok, sur TikTok, bien sûr. Et ce qu'on a annoncé cette semaine, c'est l'ajout d'une fonction. Il suffit de soumettre une photo, donc une image statique,
de soumettre une ligne de texte sur voici ce que j'aimerais faire à partir de cette photo et TikTok, l'IA derrière TikTok, derrière Symfony, je devrais dire, va générer automatiquement une vidéo de maximum de 5 secondes basée sur ce que vous voulez. C'est quand même pas rien. Je veux dire, on est à une époque où on s'inquiète de l'omniprésence des vidéos hyper truquées sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, au lieu de dire « ouais, on va filtrer ça », qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils en rajoutent une deuxième couche. Est-ce que c'est pas magique? Et là, ce qu'on dit, c'est que ça va évidemment coûter beaucoup moins cher à produire que de faire de sa propre vidéo avec un studio et une équipe et tout le reste de son côté, ce qui est tout à fait vrai. On dit aussi que les vidéos générées par IA, ces vidéos-là, de ce genre-là, suscitent un plus gros engagement des gens, suscitent un plus grand intérêt des internautes ou des gens sur TikTok. Et puis c'est un peu logique parce que c'est des vidéos qui sont conçues exprès pour séduire et c'est des vidéos qui sont conçues exprès pour leurrer. Donc, je ne sais pas à quel point c'est une bonne nouvelle. Oh purée, non mais j'ai le goût de pleurer en dedans, là. Écoute, on a mis le doigt dans l'engrenage. Fait que là, clairement, la machine, elle roule, puis le doigt, il rentre, puis le bras, puis il passe, puis tout le reste, on va voir où ça va nous mener. Mais on dit que, et sur les démonstrations dans la partie, dans la salle de nouvelles de TikTok, la démonstration qu'on fait des vidéos, on peut générer des humains qui ont l'air évidemment des vrais humains, qui ont le produit dans la main et qui vont vous parler du produit pendant 5 secondes. Je ne quitte jamais sans mon truc dans la main que j'ai ici, blablabla. Puis tu sais, je comprends qu'on peut engager des acteurs pour faire ça, puis qu'ultimement, le message reste le même. Mais on brouille un petit peu plus la piste, la ligne entre le réel et l'artificiel. Et ça il me semble qu'à un moment donné, on devrait comme dire, ben voici ce en tout cas. Évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, on tolère comme on veut, mais j'imagine qu'un jour, des plateformes vont émerger qui vont jouer la partie exactement opposée à ça en disant, nous, on vous garantit que ce qui est sur notre réseau est certifié authentique, mais on n'est pas rendu là encore. Ah non. Il y a la phrase classique que vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves. Je pense que vous n'êtes pas tanné de cliquer, bande de caves, parce que chaque fois qu'on entend engagement, chaque fois que je lis engagement, je comprends que les marketeurs, les gens qui ont des choses à vendre, carburent à ça. Mais quand c'est du contenu artificiel, qui est probablement que des gens qui sont complètement des robots, probablement, qui cliquent dessus aussi, parce qu'ils veulent créer de l'engagement sur leur contenu, donc ils se créent des faux likes. On a toute une pyramide de spirale de faux contenu qui est liké par des faux comptes. C'est assez horrible. Ce qui m'amène... Tu touches un bon point parce que c'est vrai que l'FBI, la semaine dernière, a démonté un réseau de botnets, de virus qui créaient des zombies à partir d'ordinateurs et d'appareils IoT, là, des appareils connectés pour la maison, qui généraient des faux clics sur des fausses publicités à partir de régie. Donc, ils généraient ses propres revenus en simulant un modèle publicitaire comme celui-là. Et là, tout d'un coup, la machine nourrit la machine. Et c'est juste de l'argent gaspillé et envoyé à des pirates. C'est comme un peu... effectivement, plus qu'on automatise, qu'on déshumanise ça, moins on a de barrières pour se protéger des menaces. Et surtout pour mettre en valeur du vrai contenu véritable, parce que les annonceurs vont dire « Oh, celui-là, 4 millions de likes et de clics. » Et l'autre, qui est honnête, qui ne fait pas de faux clics et tout, a 150 000 vraies personnes, ou simplement 5 000 vraies personnes. Mais ça, c'est du vrai contenu généré par des vraies personnes qui sont vraiment intéressées par ce qui est fait. C'est un peu désespérant. D'ailleurs, je vais juste faire le lien à la prochaine nouvelle. Je commence à recevoir de plus en plus d'invitations de faux comptes sur Blue Sky. Très facile à repérer, c'est tout le temps le même message. « Allô Pascal, veux-tu discuter avec moi? » Tu cliques sur la photo, tu fais une recherche d'image inversée. Ce sont des actrices porno, des faux comptes, des vedettes, des célébrités. Ah oui, mais c'est assez ridicule de voir ça. C'est vraiment désespérant comment Blue Sky, qui se voulait une alternative plus pacifique et cool, commence déjà à se remplir de faux comptes justement pour générer du faux engagement et compagnie. Ce problème-là de faux comptes est encore plus grand sur les sites de rencontres. Tu vois, je fais un lien quand même de ma vie personnelle et de mes agressions que je vis au quotidien avec Tinder. Ça fait un bout de temps que je suis pas sur Tinder. J'étais l'éternel célibataire, fait que j'ai été sur Tinder un bout. Il y a un truc qui s'appelle Face Check qui va qui va t'assurer que quand tu t'inscris à Tinder, il faut que tu fasses un vrai selfie de toi. Et après ça, ils vont vérifier les photos que tu mets sur ton compte avec les photos que tu as prises de ton selfie originel. Dans le but d'éviter que des faux comptes se créent, tu prends n'importe quelle photo d'artiste, d'actrice porno, et ainsi de suite, et tu fais ce qu'on appelle du catfishing. Tu séduis des gens pour leur soutirer de l'argent ou les frauder, et ainsi de suite. J'ai bien hâte de voir la question piège. J'ai écrit à Tinder, j'aurais dit pourquoi. C'est pas au Québec encore. C'est au Canada, mais pas au Québec, cette fonction face check-là.
Le francisé? Qu'est-ce qui est bonne question. J'imagine c'est peut-être juste une technicalité de langue. Pourtant, une photo, c'est pas... Peut-être qu'ils ont de la difficulté à reconnaître les photos des francophones. C'est la loi sur le renseignement personnel québécoise qui les embête peut-être. Peut-être. Il y a peut-être aussi... je sais pas. Peut-être que le problème est moins grand au Québec. Point d'interrogation. En même temps... Bonne question. Je pense pas qu'il y ait des faux comptes. On va lancer un enquêteur là-dessus. Ça semble être payant. Il faut qu'on... À suivre. Parce que tout va bien dans le monde tout le temps. On ajoute une autre nouvelle dans la même lignée, n'est-ce pas? On a appris cette semaine qu'il va y avoir de la publicité dans WhatsApp. Là, je pense que j'entends des mâchoires se décrocher, mais ne soyez pas surpris parce qu'il fallait un peu s'y attendre. Meta, c'est son modèle d'affaires. WhatsApp, évidemment, c'est une plateforme de messagerie sécurisée qui se veut confidentielle de bout en bout et qui se veut justement à l'abri de ces choses-là. Mais apparemment, non. Parce qu'en fait, il y a deux affaires là-dedans. On dit, c'est pas bien grave. Il va y avoir de la publicité basée sur les intérêts des utilisateurs. Ce que ça veut dire, c'est que c'est de la publicité ciblée. Et pour cibler la publicité, il faut qu'on ait accès à vos renseignements personnels. Donc, on ouvre un petit peu la porte, là, parce qu'il y a tout d'un coup moins de sécurité sur WhatsApp. Cela dit, on dit que c'est strictement pour faire de la recommandation de chaînes ou de contenus déjà présents sur WhatsApp pour vous inciter à découvrir des nouvelles sources d'informations sur WhatsApp. Ce sera seulement dans le fil d'actualité, le fil de mise à jour qui existe, qui est comme une espèce de fil, je ne vais pas dire public, là, mais qui est comme le fil central de l'application, qui n'est pas dans la messagerie, qui n'est pas dans les outils plus individuels. Mais quand même, on dit qu'on va utiliser des renseignements personnels anonymisés. Donc, on commence un peu à... je disais tantôt le doigt dans l'engrenage, on vient de mettre un doigt dans un engrenage. Je ne sais pas à quel point ça va... Parce qu'évidemment, la seule raison, la principale raison d'être de WhatsApp, c'est cette capacité à résister à ce modèle, en fait, de ciblage et de collecte de données. Donc, on verra bien la réaction des gens, mais sachez que si vous voyez apparaître des trucs recommandés dans WhatsApp, c'est parce que c'est voulu pour, justement... On dit chez Meta que, mine de rien, 1,5 milliard de personnes, donc c'est 1,5 milliard de personnes dans le monde consultent chaque jour ce fil d'actualité là, dans WhatsApp. Et évidemment, c'est un énorme bassin d'yeux potentiels qui peuvent voir des publicités. Donc, il y a certainement du revenu là à aller chercher pour Meta. Et donc, on pousse fort de ce côté-là. Je ne sais pas à quel point il y a une résistance à l'interne chez les gens de Meta qui disaient « Hey, non, WhatsApp, ça ne devrait pas faire ça. » Mais là, clairement, ces gens-là ont perdu une première bataille. Donc, voilà, on s'en sort pas, ça continue. Il y a un mot pour ça en anglais. Le dépérissement des plateformes au profit premièrement des annonceurs, ensuite des clients corporatifs et à la fin des actionnaires. Et ultimement, ça ferme. On appelle ça la end-shitification. Oui. Emmerdification. Alors, on vient de franchir une nouvelle étape de ce côté de chez WhatsApp. Mais écoute, quand c'est gratuit, les gens ne veulent pas payer. Il n'y a rien de gratuit. Les gens ne veulent pas payer pour les services. Ils ne veulent pas payer pour rien. Ils ne veulent pas payer pour être divertis. Ils ne veulent pas payer pour des vidéos. Ils ne veulent pas payer, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné. Changement complet de sujet, le NFC, puis encore une fois, je vais faire un lien avec ma vie personnelle, qui est une tristesse désespérante. Hier, j'essayais de payer avec le terminal mobile, puis là, tu passes une fois ton téléphone, tu passes 2 fois ton téléphone, tu passes 3 fois ton téléphone, la transaction fonctionne pas, puis je le vois souvent à la caisse. Le NFC va avoir un nouveau standard de distance. Le standard, c'est que le NFC, le paiement sans contact, entre autres, qui fonctionne pour le paiement sans contact. Near Field Communication. Excellent. Le standard, c'est que ça fonctionne à 1,5 centimètre, 5 mm de distance. Le nouveau standard, la mise à jour 15 du protocole NFC, va amener ça à 2 cm pour que ça fonctionne. Ça veut dire qu'on va pouvoir approcher moins son téléphone du terminal. Ça devrait fonctionner sous plus d'angles. On va pouvoir payer plus facilement. Évidemment, ça ouvre peut-être une porte à de la fraude, que quelqu'un pourrait passer. Un double terminal de paiement, on pourrait peut-être comme certaines bornes de paiement. Ça m'inquiète pas trop. Il y a des gens là, qui avaient cette grande paranoïa, qui ont des portefeuilles anti-NFC pour éviter, mais il faut quand même être très proche, de 2 cm. Il me semble que tu le sens. Fait que j'ai bien hâte de voir. On ne sait pas cependant encore si les appareils actuels vont être compatibles avec ce standard-là ou ça va pouvoir être tout simplement une mise à jour du protocole qui va diminuer la sensibilité. Puis il y a des gens qui vont dire, puis c'est drôle parce que j'ai eu le même réflexe, je me suis dit, ça m'est déjà arrivé de scanner quelque chose à plus que
1,5 centimètre, c'est que c'est le standard, c'est le minimum. 5 mm, c'est le minimum, mais évidemment, on peut toujours capter la communication. Mais là, officiellement, ça va être 2 centimètres. Fait que ça va être plus permissif maintenant. À suivre. Merci. Je vais ajouter ça vient de sortir. Ça avait été annoncé que ça allait être annoncé. Je ne sais pas si vous me suivez. Et c'était une annonce qui, encore une fois, apparemment, c'est mon thème de la semaine de Meta. Les gens en fait, la semaine dernière, j'ai passé un événement à Paris qui s'appelle Vivatech, où on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, et j'ai passé un petit peu de temps au kiosque d'Essilor Luxottica. Et là, vous dites, quoi? C'est le plus grand fabricant de lunettes au monde. C'est une compagnie italienne qui a la plupart des grandes marques qu'on connaît, Ray-Ban, Oakley, Prada, et ainsi de suite. Ils étaient là-bas pour, évidemment, présenter leurs lunettes connectées Meta Ray-Ban AI Smart Glasses. C'est un nom très long, mais c'est les lunettes... les Ray-Ban classiques auxquels on a ajouté des caméras, des micros et des haut-parleurs pour en faire des lunettes connectées. Et on a appris aujourd'hui qu'ils allaient lancer une nouvelle gamme à côté de celle-là, basée sur des lunettes de sport de la marque Oakley. Le nom exact du modèle de base qui inspire ça m'échappe, mais c'est des lunettes style de cycliste. C'est Ashton, c'est un acronyme, c'est des lettres, ça se prononce Ashton, quelque chose comme ça, Ashton. Écoute, c'est très bizarre, imprononçable. C'est des lunettes sportives, donc ça ne se porte pas nécessairement dans une soirée mondaine, mais pour les gens qui font du vélo, de la course, des trucs comme ça, on dit que ça va être pratique. C'est le même principe que les lunettes Ray-Ban, donc en fait, même principe. Il y a de la vision par ordinateur, il y a des micros, des haut-parleurs. On a cependant mis la caméra ailleurs et on a surtout amélioré la captation. On dit qu'on peut faire de la vidéo en résolution 3K. Je ne sais pas combien de pixels exactement, dans quelle direction ça fait, là, mais ça fait une image un petit peu plus détaillée, à partir de laquelle on peut ensuite interagir avec l'IA de Meta AI, pour lui demander de l'information sur ce qu'on voit ou sur ce que la caméra perçoit. On dit que les lunettes sont aussi IPX4, donc conformes à la norme anti-sueur, anti-pluie, anti-tout ça, pour faire du sport normalement en les portant au visage. Mais tu veux pas te baigner avec. Mais tu peux pas aller dans l'eau avec. Non, exactement. C'est vraiment, on s'entend que c'est pas submersible. On dit qu'on a amélioré, on a multiplié par 2 l'autonomie, ce qui est quand même bien parce que les lunettes de base des Meta avaient 4 ou 5 heures d'autonomie, par exemple de lecture musicale et d'interaction normale quand on les laissait allumer au quotidien. Et là, on a doublé à près de 10 heures, donc ça signifie qu'on pourrait les porter toute la journée. Je sais pas qui va faire ça, mais on a hâte de voir ça. C'est un drôle de truc, les lunettes comme ça, parce que les lunettes Ray-Ban, on en voit à peu près nulle part de ces lunettes connectées-là, sauf chez des influenceurs, dans des trucs. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui les avaient, c'était des influenceurs dans les événements techno. Genre, à la conférence d'Apple la semaine dernière, 2 personnes sur 3 en avaient. À Vivatech, 1 personne sur 3 en avait. Et ce que je comprends, c'est que personne ne les achète, mais tout le monde en a. Tout le monde, dans le monde techno, en tout cas, en porte une paire. Je ne sais pas à quel point. Ils disent qu'ils en ont vendu, écoute, pour une business de 5 milliards de dollars. Ils prévoient en vendre pour 10 milliards, je pense, l'année prochaine. Donc, il y a une demande, semble-t-il, pour ce genre de lunettes-là. Dans le cas des lunettes Oakley, on dit qu'elles vont coûter environ 550 $ de base. C'est quand même assez cher. Oui. Mais les Oakley de base, je crois que c'est 200 $ en montant, là, si je ne m'abuse. Oui, mais les Oakley connectés, en fait, c'est ce modèle-là. On disait 399 US pour commencer. C'est quand même pas donné. 500 quelques, oui. Et on a aussi laissé entendre que la marque Prada, qui est une marque de lunettes plus lifestyle, plus luxueuse, va aussi hériter d'une version connectée de ses propres lunettes. Donc, à suivre, on poursuit le développement chez Meta parce qu'on veut aussi lancer, si vous voyez les images de Mark Zuckerberg ces jours-ci, il y a des espèces de grosses lunettes vraiment affreuses au visage. Ce sont des lunettes, c'est un prototype de lunettes à réalité augmentée qui s'appelle Orion, là, qui est l'espèce de projet ultime chez Meta où on aurait, en plus de toute la partie audio, on aurait aussi, je pense, un petit écran, un petit affichage dans le coin du champ de vision. Et je vous en parle, c'est une petite nouvelle, le fun. On a lancé de nouvelles lunettes aujourd'hui, c'est rigolo, mais c'est vraiment indicateur d'une grosse tendance. J'ai l'impression que d'ici 3-4 ans, ça va être un marché, là. La plupart des grandes marques d'électronique vont avoir des lunettes connectées d'une façon ou d'une autre à vendre pour les gens qui s'intéressent. C'est sûr que la partie, le fun, c'est que la partie téléphonique et musicale est le fun. Oui. L'interaction connectée, je ne sais pas à quel point les gens s'en servent. Ben, moi, je sais que j'ai été agréablement surpris quand j'ai testé des lunettes connectées la première fois pour écouter de la musique. C'est vraiment comme si tu étais dans ta bulle de musique. Tu es sur une terrasse, tu écoutes ta musique, tu es tranquille, tu es dehors. C'est comme si la musique venait d'autour de toi, très agréable. Répondre au téléphone, parler au téléphone, tu as tes lunettes sur les yeux, tu parles au téléphone, ça va très bien. Le beau malaise que j'ai, c'est d'avoir une interaction avec tes lunettes. Ben, les caméras, déjà, c'est... Et de parler à tes lunettes pour démarrer. OK, Meta, prends une photo.
pas sûr que tu veux dire ça dans un endroit public. C'est pas naturel. C'est pas super naturel. Encore une fois, il faut les essayer pour le croire. Et Alain, quand tu dis que tous les gens, les influenceurs en ont, c'est probablement parce qu'ils les ont fait offrir gratuitement. Possible. Quand tu as quelque chose de gratuit, c'est normal que les influenceurs les portent. Hein? Ça fait partie du charme. Est-ce qu'ils ou elles les auraient achetés? C'est une autre question. C'est une autre conversation. J'ai parlé de lunettes connectées avec les gens de Snapdragon cette semaine qui disaient qu'un des trucs flyés, tu sais, c'est des affaires de conception qu'on pense pas, les processeurs chauffent. Et il dit que quand on a fait les lunettes connectées, on a dû réduire l'impact thermique au maximum parce que tu veux pas avoir quelque chose qui chauffe sur le coin de ton visage. Ben oui, sur la tempe. Ouais. Imagine que tu as quelque chose sur ta tempe, tu sens qu'une chaleur, c'est très désagréable. Il dit on a dû travailler sur les thermiques, la dissipation thermique du processeur des lunettes connectées. Merci Snapdragon pour cette petite puce d'information technologique que je ne savais pas, je n'avais pas pensé à ça. Une dernière sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'a pas assez parlé d'intelligence artificielle. Parlons-en davantage. Ça n'arrête jamais. Barbie. Ben oui, Barbie et ChatGPT, pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut mal arriver? Il y a un communiqué d'un partenariat stratégique entre Mattel et OpenAI, la compagnie qui fait ChatGPT, pour intégrer l'intelligence artificielle non seulement dans ses opérations, améliorer ses processus, faire des meilleurs jouets plus facilement, ainsi de suite, mais aussi dans les jouets. Et quand on parle de jouets, on ne parle pas de jouets dans le communiqué, on parle d'expérience. Je trouve ça très drôle. C'est plus un jouet que tu achètes, c'est une expérience. Et donc, tu vas avoir l'intelligence artificielle là-dedans. Il y a un premier produit qui devrait être annoncé cette année. On sait que Mattel a Barbie, Fisher-Price, les autos Matchbox. Imagine que ta petite auto Matchbox se mette à parler, ta Barbie se met à parler, ton jouet Fisher-Price se met à... Qu'est-ce qui peut arriver de mal? Surtout que c'est génératif, donc ça peut dire à peu près n'importe quoi. C'est sûr que le but, ça va être de leur faire dire n'importe quoi. Les enfants, ils vont voir le jouet. Première affaire, la Barbie va faire des bruits disgracieux et parler de choses corporelles. C'est sûr. On va certainement voir ça déraper bien comme il faut. Et une dernière rapide. Ceux qui aiment les deals, je ne veux pas faire la promotion d'acheter des achats de façon impulsive, mais le Prime Day d'Amazon va être du 8 au 11 juillet. C'est 4 jours maintenant. Tu as 4 jours pour faire des achats impulsifs. Commencez tout de suite à vérifier le prix des articles qui vous intéressent ou qui vous tentent depuis un moment. Vérifiez le vrai prix de vente. Vous allez pouvoir repérer les vrais deals. Prenez-les en note sur un bout de papier quand les Prime Day vont arriver et qu'on va vous proposer des rabais merveilleux et des offres incroyables. Vérifiez avec les prix que vous avez pris en note aujourd'hui. Commencez à magasiner tout de suite. Vous allez peut-être trouver des meilleurs prix ailleurs ou vous rendre compte que le rabais formidable, c'est pas le meilleur prix. Et souvent, n'oubliez pas que c'est sur des articles qui sont en fin de cycle. C'est des articles de l'an dernier ou il y a 2 ans. Et souvent, c'est parce qu'il y a un nouveau produit qui s'en vient. Fait que vous l'avez à prix ridicule, mais le nouveau modèle sort et là, j'aurais dû attendre d'acheter le nouveau modèle. Ouais. C'est souvent ce qui est décevant quand on achète des trucs impulsivement. Effectivement. Sauver des sous en attendant pour les Prime Days, vous pouvez sauver des sous en ne consommant pas. Ça, on en parle rarement. Il n'y a personne qui fait la promotion de ça, mais pas toujours besoin du plus récent gadget. Oui, puis il y a un excellent livre qui s'appelle « Payer moins ». On peut se procurer à la bibliothèque municipale et trouver d'autres astuces pour économiser. Tu vois, je fais la promo de ton livre, Alain. C'est une bonne idée. J'avais oublié de le faire moi-même. J'y pensais même plus. Donc, merci, Pascal. Ça conclut sur une note tout à fait correcte. Ces espressos de tech qui étaient, ma foi, nombreux cette semaine. On a fait le tour quand même pas mal de ce qui se passe. C'est drôle comment des fois les petites nouvelles amènent à des grandes conversations. Mais ça arrive à tous les jours à une tasse de tech. Donc, profitez-en. Régalez-vous et prenez une petite pause pour respirer. Nous, on prend une petite pause pour chercher mes notes. J'ai pas mes notes pour nous parler du gadget de la semaine. Dont on vous parle tout de suite après ceci, Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une tasse de tech. C'est ce moment de l'émission où je hachure mes mots pour faire une phrase comme celle-là qui nous mène tranquillement pas vite à l'essai de la semaine de Pascal. C'est bien que tu en parles parce que j'en ai fait une espèce de super banc d'essai à la presse il y a quelques semaines et j'ai eu beaucoup de courriels de lecteurs qui apparemment sont... J'ai eu 2 niveaux. Avant que tu en parles, juste le faire parce que c'est une belle parenthèse. Oui, j'ai eu des gens qui étaient comme enfin une solution qui n'est pas dépendante des services en cloud étrangers. Donc, point 1.
Et ensuite, j'ai reçu un paquet de courriels de gens qui me disaient « Ouais, mais si la maison passait en feu, Et ce que j'ai découvert, attention, c'est que ces gens-là avaient tous été incités à m'écrire par un vendeur de services qui, lui, vendait sa solution sur l'argument que si votre maison passe en feu, votre disque réseau à la maison va y passer lui aussi. Oh là là. Et là, je vais vous dire ceci. Si on vous vend un produit basé sur l'insécurité, c'est jamais un bon argument de vente. Ouais. Il y a toujours moyen de back-upper en bon français ces données numériques en plus, sans avoir à payer un certain montant tous les mois. Ce serait mon bottom line là-dessus. Mais j'ai quand même pris en note ce point-là, Alain. Parce que ce que je vais parler... C'est un argument qui revient beaucoup, en tout cas, c'est certain. Ça, mais je suis totalement d'accord avec cette... Faut le garder en... Faut y penser quand on le fait. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Il faut savoir que, on est des vieux journalistes techno à une autre époque. Avant l'invention des services en cloud, on recommandait aux gens de faire des copies de sûreté de leurs données au moins une fois par saison et de mettre ça dans un coffre-fort quelque part, ou de mettre ça ailleurs. Il y a des façons là, de contourner ça sans payer quelqu'un tous les mois. Et voilà. Fait ce dont je parle c'est le B-Station Plus. Voilà. C'est le tout dernier modèle de la compagnie Synology. C'est un serveur domestique, un nuage domestique d'entrée de gamme. Donc, c'est pas leur modèle plus performant. Synology fait des serveurs d'entreprise là, pour stocker autant de disques durs que tu veux, puis du gros stockage. Le B-Station Plus permet de stocker 8 téraoctets de données chez soi. C'est une petite boîte, hein? C'est plus petit qu'un grille-pain. Très sympathique. Le nuage maison de base, je pense que c'est le produit d'entrée de gamme dans ce créneau-là. Oui, et c'est quelque chose qui est quand même assez fantastique parce que la configuration est très simple. Tu le branches dans ton réseau. Tu le branches à l'alimentation électrique, tu attends quelques secondes, ça apparaît dans l'application B-Station. Tu as deux applications en fait, tu as B-Photo et tu as B-Files. Donc, tu as deux applications qui permettent de gérer les photos et de gérer tes fichiers selon ce que tu veux principalement stocker. Et à partir de là, c'est un disque dur et tu peux y accéder d'où tu veux dans le monde avec tes identifiants. Il y a une belle sécurité là-dessus. Tu t'authentifies avec le code QR, avec ton mot de passe et ainsi de suite. Et après ça, tu peux mettre tes photos, tu peux mettre tes vidéos, tu peux mettre ce que tu veux là-dessus. Tout ça de documents, ben oui. 8 téraoctets. Et ça apparaît dans ton ordinateur comme un disque réseau. Fait qu'à la maison, tu t'y connectes sans problème. De l'extérieur, tu peux t'y connecter. C'est un petit peu plus compliqué. Tu passes par B-Station, tu t'identifies, tu as accès à tes fichiers. J'allais dire, juste parce que c'est un détail, mais c'est dépendant de la bande passante d'Internet que vous avez à la maison. Si vous déposez des gros documents à distance, ben, si votre upload domestique est ralenti ou votre Internet résidentiel a une capacité limitée, ça va affecter la vitesse de transmission des données. C'est le gros machin par rapport à ça. Oui. Fait que grosso modo, c'est l'équivalent d'un Google Drive, c'est l'équivalent d'un OneDrive, c'est l'équivalent d'un iCloud personnel, domestique, à soi. Ça fonctionne plutôt bien. Ça peut se transformer en serveur Plex. Ça, c'est une petite installation. Serveur média, oui, pour la musique, les films, la télé. Serveur média, tu installes le Plex. Ça m'a demandé un peu de bidouillage. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça allait être un peu plus simple. C'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut regarder dans les instructions, tu installes une petite extension et boum, ça devient un serveur Plex. Encore une fois, comprendre comment fonctionne le serveur Plex, c'est un petit niveau de technicalité de plus. Mais à partir de là, j'ai pu, de chez ma blonde, voir mes fichiers qui étaient dans mon serveur, que j'ai mis dans ma cuisine, branchés dans mon réseau. Super simple. Il faut le brancher avec un câble réseau Ethernet à son routeur. Fait que ça, c'est quelque chose qui prend encore une fois 2 secondes. Très cool. Je vais parler des côtés techniques, parce qu'on est amateur de technologie, puis il y a bien des gens. Moi, quand j'ai dit ça, je me dis, wow, ça va me permettre d'éviter de payer pour mes OneDrive et Google Drive et compagnie, parce que oui, j'en utilise et je paie pour plusieurs de ces services-là de stockage en ligne. L'inconvénient, c'est que le disque est scellé. Il n'y a pas de possibilité. C'est le modèle de base. Il n'est pas conçu pour être ouvert. Il n'est pas conçu pour qu'on bidouille dedans. On peut peut-être le faire, mais on ne conseille pas de le faire. Et à l'intérieur, il y a, je crois, un disque dur mécanique. Oui. Et un disque dur mécanique, moi, la première affaire, il faut que je le dise, ça fait du bruit. On entend un chuintement. Ça fait quand on l'allume. Fait que si on travaille à côté et qu'on a un ordinateur, dans mon cas, mon ordinateur est parfaitement silencieux. Réécouter les épisodes où je parle avec enthousiasme de mon ordinateur, avec le boîtier Be Quiet, avec ventilateur extrêmement silencieux et compagnie. Moi, j'ai mis le serveur dans ma cuisine parce que j'endurais pas le bruit. L'autre chose, c'est qu'un disque dur mécanique, ça peut briser.
Fait que si jamais il y a un disque dur qui brise, il n'y a pas de dispositif RAID. Puis là, je tombe, ceux qui aiment la technologie comprennent c'est quoi? C'est Redundant Array. C'est des disques qui sont il y a plusieurs disques qui vont stocker en copie de sûreté. Fait que si jamais tu perds un de tes 2, 3, 4 disques, les données restent sauvegardées dans les autres et tu t'assures que même si un ou deux disques brisent sur ton réseau de disques, tu ne perds pas tes données. Dans ce cas-ci, je comprends qu'il y a un disque et il n'y a pas de dispositif RAID. Il n'y a pas de mention. Peut-être que c'est caché quelque part, mais il n'y a pas d'indication que si ton disque brise, tu ne perds pas tes données en entier. Faut soit une copie USB et la mettre quelque part ailleurs. Exactement. Il y a toujours évidemment le risque que si tu passes au feu, s'il y a un sinistre, s'il y a quelque chose, tu vas perdre tes données. C'est un problème réel que tu peux contourner en disant je vais prendre mes données. N'oubliez pas que c'est pensé pour des copies de sauvegarde. Hein? Fait que tu es supposé d'avoir une copie quelque part et la copie dans tes nuages. C'est pas pensé pour que tu pourrais toujours avoir un logiciel de sauvegarde qui tu peux même t'en servir pour tes copies Mac a sa copie de sauvegarde automatique. Il y a Time Machine, mais il n'y a pas aussi un lien avec Google Drive où tu peux justement le synchroniser automatiquement avec si tu as besoin d'aller là avec le service de Google, en fait. Exactement. Fait que c'est possible de prendre ton disque BeStation et d'en faire une copie dans les nuages. Et c'est aussi possible de prendre le contenu de ton Google Drive et de le mettre dans ton disque BeStation. Fait qu'à ce moment-là, tu as peut-être le meilleur des deux mondes ou des trois mondes. Tu as un maximum de sûreté, ouais. C'est ça, tu as une copie physique chez toi qui est facile et rapide d'accès, même s'il y a une coupure d'Internet. Et tu as ta copie dans les nuages que tu continues de payer pour, mais au moins tu as une copie chez toi si jamais le service, il y a un problème, quelque chose comme ça. C'est pas une solution miracle pour le stockage des données, mais je trouve ça tellement cool de pouvoir dire, je prends des fichiers. Écoute, la fonction que je trouve assez géniale, c'est que si tu as accumulé au fil des ans des clés USB avec du contenu dessus, tu peux brancher la clé USB dans ton BeStation, tu peux copier le contenu de ta clé, tu peux aspirer le contenu de ta clé directement dans ton BeStation. La première fois, il faut que tu le fasses manuellement. La deuxième fois, il reconnaît la clé, puis il va absorber ce qui est nouveau sur ta clé ou le contenu de ta clé. Si tu as des disques durs, tu as fait des copies de sauvegarde sur différents disques durs, tu branches ton disque dur dans le BeStation et tu peux aspirer le contenu de tes vieux disques durs dans ton BeStation. Puis ce qu'il est fou de réaliser, c'est que les disques durs étaient chers. Moi, j'avais un disque dur qui m'avait coûté une fortune, puis c'était 128 gigs. C'était 128 gigs, puis il m'avait coûté 400$. Et là, je peux en mettre 8 téraoctets, je peux en mettre des disques durs de 128 gigs dans mon BeStation. Ouais. L'autre limite aussi, c'est que c'est 500 quelques dollars, le BeStation Plus. Tu as 8 téraoctets de données, 500$. Fait que comparé avec les forfaits, avec, par exemple, OneDrive, si je ne me trompe pas, c'est 100 quelques dollars pour 6 téraoctets de stockage par année. Tu as 5 ans de stockage sur les serveurs de Microsoft pour à peu près le même prix. Ouais. Fait que c'est au niveau financier, puis oublie pas qu'après 5 ans, ton disque dur BeStation va peut-être arriver en fin de vie. Ou je suis très curieux, j'ai essayé de creuser un peu sur qu'est-ce qui se passe en cas d'usure, est-ce qu'il y a un signal qui va te prévenir que le disque a des défectuosités, qu'il y a un problème dessus. Si tes données, tu veux vraiment les conserver, tu veux absolument pas les perdre, ça veut peut-être dire d'avoir 2 BeStation qui se copient l'un l'autre, ou d'avoir un deuxième. Ça, c'est une autre possibilité. Tu peux brancher dans ton BeStation des disques durs supplémentaires qui vont devenir accessibles dans les nuages. Moi, je veux dire ceci, ça fait une trentaine d'années que j'ai un service, que j'ai mon propre serveur maison comme ça. Et ça change, mais ça fait en 30 ans, ça fait 3 fois que je change. Donc, ça dure à peu près 10 ans. C'est pas nécessairement... parce que le truc est plus bon, mais souvent, dans 2 cas, c'est l'entreprise a fait faillite. Donc, ça, c'est jamais voilà. Là, BeStation, c'est quand même le produit d'une marque qui dure depuis super longtemps. Il y a des marques comme ça qui sont plus durables que d'autres, évidemment. Mais sinon, au pire, ça se transfère. Souvent, c'est basé sur le même système. Là. C'est un OS de base qui est basé sur Unix, me semble. C'est un truc assez standard. Là. Donc, c'est rarement difficile à transférer, parce que même le système de fichiers sur le disque est généralement universel. C'est ça. Si
C'est ça, tu as accès en réseau, tu peux les transférer dans un autre disque sans problème. Et pour le problème de si tu as un sinistre, quelque chose comme ça, il n'y a rien qui t'empêche de prendre ton B-Station, de demander à quelqu'un de confiance de prendre le B-Station, tu le mets dans sa maison, fait qu'il n'est pas chez toi, mais si c'est une copie de sauvegarde de tes données que tu veux, tu peux faire un troc, tu achètes un B-Station pour toi, pour ton ami, tu échanges les B-Stations, les données sont en copie de sauvegarde. Fait que, selon ce qu'on veut faire avec, copie de sauvegarde ou stockage supplémentaire accessible partout. Je vais ajouter une dimension à ça. Si vous êtes du type parano et que vous allez souvent aux États-Unis, vous avez peur que la douane américaine fouille votre téléphone et qu'elle accède à vos fichiers. Elles ne sont pas sur votre téléphone, les fichiers qui sont sur ce stockage distant-là, mais ils sont quand même chez vous. Donc, c'est une façon de... Et puis d'ajouter aussi à ça le Cloud Act, je pense, c'est le nom de la loi américaine qui leur permet de fouiller dans les serveurs de Microsoft, même s'ils sont au Québec, advenant un cas de force majeure. Là, évidemment, il y a plein de... Mais si tout ça vous rend parano, c'est une solution aussi pour voyager sans avoir peur pour la sécurité de ces données. Vous avez votre serveur à la maison, vous désinstallez l'application B-Files ou B-Photo. Et voilà. Et vous traversez la frontière. À partir de là, quand vous êtes sur place, vous pouvez vous y connecter en ligne. Vous n'avez pas besoin de l'application. Vous pouvez le faire avec un navigateur web. Il y a l'application web aussi, effectivement. Et voilà. Puis on peut accéder à ces documents, et ainsi de suite. En tout cas, je trouve ça assez fascinant. Si vous avez envie de plus de stockage, puis quelque chose qui est accessible de partout, souvent c'est ça qui est embêtant quand tu as tes photos qui sont dans un ordinateur, puis tu n'y as pas accès. Tandis que là, de plus en plus, je prends mes trucs, je les mets dans mon serveur, puis je peux y accéder de n'importe où. Voilà. Quand j'en ai besoin. Magique. B-Station avec 2 E. La station de c'est B-Station Plus, qui est le nouveau modèle, beaucoup plus performant, beaucoup d'amélioration au niveau du processeur. Si jamais, il est plus cher que le B-Station tout court, mais comme il est plus récent, il risque de vous procurer plus de plaisir en tant qu'amateur de technologie. Puis le TRS, c'est quand même pas mal. Merci Pascal. Et d'ailleurs, on peut utiliser un B-Station avec Plex sur une clé comme la Roku Streaming Stick. Oh! Qui est ma nouveauté de la semaine. Vous connaissez Roku sans doute. C'est cette marque d'appareils connectés de divertissement, n'est-ce pas? Originalement, Roku, c'était la compagnie créée pour moi, mon premier Roku, c'était en 2001. C'était un récepteur radio numérique. C'était pour jouer de la musique essentiellement. Oui. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, on pourrait faire la même chose pour de la vidéo. Et ça aurait dû être de marque Netflix. Ça aurait dû être Netflix qui aurait lancé un premier récepteur vidéo. Mais ça ne s'est pas produit. Les deux entreprises ont gardé leurs choses séparées. Et depuis ce temps-là, Roku lance des terminaux numériques pour la télé année après année. Ils ont même des téléviseurs. Et leur nouveauté ce printemps, cet été, n'est-ce pas, c'est 2 streaming sticks. Et ce qu'il faut savoir pour des streaming sticks, c'est que leur nom dit tout. Parce que ce sont des streaming sticks et non pas des bâtonnets de diffusion. Parce que clairement, le plus gros défi de Roku, c'est que pour eux, le Canada ne parle qu'une langue, c'est l'anglais. Ils ont une tonne de contenu. Ils ont le Roku Channel. Ils ont beaucoup de choses gratuites intégrées, y compris des chaînes de télé en direct, mais c'est strictement pour le marché anglophone. Et ça, c'est un peu agaçant parce qu'on peut installer tout TV. On peut installer, je pense, allez pas me citer là-dessus. Il me semble qu'il y a du contenu aussi du côté de Vidéotron, mais je ne suis pas entièrement certain. Il y a, évidemment, la plupart des applications de divertissement qui ont du contenu dans toutes les langues existent. Là, Apple TV+, Netflix, Disney, Crave a, je pense, même un bouton, si je ne me trompe pas. Oui, sur chaque télécommande, tu as toujours un bouton qui varie. On le voit là. Ouais, c'est des ententes des boutons d'accès rapide. Puis c'est évidemment Roku qui décide. C'est vraiment pas nous, on peut personnaliser quatre boutons-là. C'est plus que ça, Alain. C'est pas Roku qui décide, c'est les compagnies qui payent. Ah, bon, c'est Netflix qui paie, c'est Roku qui paie. Tu veux avoir ton bouton sur la télécommande de Roku, ben ta Roku te coûte moins cher. Puis Disney Plus est sur la télécommande. C'est l'avantage, c'est l'intérêt des streaming sticks et surtout du streaming stick plus qui est le plus sophistiqué clairement des deux produits qui sont lancés cette année. $40 pour le streaming stick, ça permet d'avoir, c'est le cerveau de votre téléviseur si votre téléviseur n'est pas déjà connecté. Le plus coûte $50. Il a, en plus de la même chose que l'autre, il y a aussi de la diffusion en 4K avec HDR. Donc, c'est la meilleure qualité d'image disponible. On peut avoir sur ces appareils-là. Il y a $50, on le branche dans un port HDMI, on le branche dans un port USB, généralement celui qui est à faire sur le téléviseur qu'on possède. Et ça crée cette interface connectée que votre téléviseur n'a peut-être pas déjà, ou soit ça la rehausse, parce que ça nous amène à la plus récente version du système Roku, qui vieillit quand même assez vite sur la plupart des téléviseurs. J'ai un téléviseur TCL ici depuis quelques années,
qu'on l'utilise en famille et ça s'alourdit, hein, ça s'alourdit avec le temps et le système n'est peut-être pas aussi réactif qu'il l'était pour plein de raisons. Donc, les gens qui disent « Ouais, je devrais renouveler mon téléviseur », si la dalle fonctionne encore bien, 50 $, là, c'est pas cher pour juste donner une deuxième vie, deuxième impulsion à un téléviseur. Ça vous donne accès à tout. Il y a appelle ça des canaux, des chaînes chez Roku, là, toutes les applications de contenu vidéo et plus. Là, il y a même des jeux, je pense. Encore des jeux, on ne recommande pas nécessairement d'y jouer. Maintenant des jeux. Il y a de la musique, il y a du streaming, il y a du contenu local. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, des centaines et des centaines. Il y a le Roku Channel, qui est une chaîne de contenu offerte gratuitement, qui a souvent des bons films, des choses comme ça, mais généralement pour le marché anglophone, je le disais tantôt. Mais on peut aussi utiliser, on peut surtout envoyer à la clé Roku à partir d'un téléphone ou d'une tablette du contenu qu'on peut obtenir d'autres sources qui ne sont pas nécessairement acceptées en partant. Moi, j'aime beaucoup la clé Roku avec conjointement un bidule qui s'appelle le tableau, qui est un récepteur pour l'antenne. Donc, j'ai une antenne à la maison, j'ai 9 chaînes, je les capte, je les numérise, je les envoie sur mon Roku et je peux enregistrer du contenu à travers ça et ça me permet d'avoir l'équivalent de la télé câblée sans payer pour le câble. Donc, ça a même un certain avantage de ce côté-là. Il y a évidemment la clé, apparemment, en tout cas dans ce marché-là, c'est pas nécessairement le bidule tellement que la télécommande. Les fabricants vendent beaucoup le mérite de leur télécommande. Commande vocale, français-anglais, est correct, c'est pas la fin du monde, on va pas s'énerver. Il y a aussi les boutons d'accès direct, on le disait tantôt. C'est une télécommande très basique. On contrôle le volume à partir de cette télécommande-là. Donc, elle pourrait, à la limite, remplacer la commande du téléviseur si vous faites qu'utiliser le récepteur Roku. Faut utiliser l'application Roku sur mobile si on veut jumeler l'appareil avec des écouteurs. Si vous voulez écouter la télé avec des écouteurs, ça. Vous pouvez passer par l'application Roku sur votre téléphone. Ben, ça enlève un certain tracas parce qu'il n'y a pas de fil nécessairement. C'est ça, sans fil. Et la synchronisation est bonne. Vous branchez des écouteurs Bluetooth ou pas sur votre téléphone. Donc, si ça fonctionne, tu te déplaces dans la maison, tu peux écouter ta télé partout. Tu vas faire pipi, tu continues d'écouter ton match. Ça, c'est un gros plus. Évidemment, bon, c'est une télécommande avec des... Ça, c'est un truc, là, faut changer les batteries dans la télécommande quand elles sont mortes. Ça dure longtemps, c'est pas un tracas, mais ça nous rappelle le bon vieux temps, parce que la plupart des marchés qu'on achète maintenant pour la télé, c'est des télécommandes avec la batterie intégrée. Oui. Donc, il faut la charger par USB, mais là, ici, il n'y a pas de ça, fait qu'on se casse pas la tête. Et vu les dimensions de la clé, ça, c'est un truc que Roku essaye cette année pour convaincre les gens de l'acheter. Ils disent, ça, vous mettez ça dans votre sac de voyage, les amis, et vous pouvez regarder la télé partout dans le monde dès que vous êtes connecté. Ce qui, en principe, est vrai. Ce qui, en principe, est fonctionnel. L'affaire, c'est que si vous êtes un voyageur d'affaires, ce qui est mon cas un peu quand même au quotidien, et que vous allez dans des hôtels avec du Wi-Fi qui n'est pas toujours très bon, qui est protégé par un mot de passe, qui est comme, en tout cas, qui est un petit peu... Il y a comme une tracasserie de configuration initiale qui est un peu agaçante à chaque fois, qui fait que vous allez le laisser dans votre sac et vous ne le sortirez pas parce que ça vous achale. Vous allez quand même sortir votre ordinateur ou votre tablette, vous allez pousser le contenu sur le téléviseur dans la chambre, peu importe. Et je vais vous dire ceci parce que c'est peut-être plus moi qu'autre chose, mais connecter physiquement ça sur un téléviseur de chambre d'hôtel, j'ai l'impression que je vais contracter une tonne de virus. Ben oui, puis je sais que c'est irrationnel. Ou qu'on va l'oublier. Donc, ça n'a rien à la télé. Là où je le verrais, c'est sur le téléviseur de mon véhicule récréatif. Tu le mets là, tu l'oublies, puis c'est correct parce que c'est dans le campeur. Tu l'as toujours sous la main, puis c'est correct. Mais la partie voyage de ça demande une organisation mentale que je n'ai pas. Je vais le dire comme ça, dans le sens où je pense pas que c'est pour tout le monde. Si c'est le genre de truc qui fait votre affaire, ça se transporte extrêmement bien, il n'y a aucun doute. Vous n'avez pas besoin d'avoir la télécommande parce que vous pouvez la commander à travers l'application mobile sur votre téléphone. Donc, au moins, ça enlève aussi un élément. Et effectivement, à partir de là, ça donne accès à ce que vous voulez. Il faut faire attention parce que si vous faites ça et que vous sortez du pays, toutes les applications géobloquées ne fonctionneront pas. Donc là, ça implique peut-être l'acquisition d'un service VPN en plus. Donc, il y a comme une autre couche de tracasserie. Mais c'est ce que Roku pousse beaucoup pour justifier son produit. Okay. Et Roku, si je ne m'abuse, c'est pas aussi facile qu'avec les Fire TV Stick de mettre un VPN dedans. Ben, il y a dans la boutique d'applications, il y a des VPN. Il y a des VPN. La plupart des gros services VPN connus sont là, mais il faut que ce soit un service auquel vous êtes abonné, parce que ça coûte des sous. Donc, c'est à vous de voir, mais bref. Écoute, je veux dire, c'est pour 50 $ pour redonner un deuxième élan à un téléviseur fatigué, aucun problème. Pour la partie voyage, au cas par cas, et pour tout le reste, j'aimerais ça que Roku réalise l'existence du marché québécois.
Elle l'intègre un peu mieux à son offre. Mais Roku a aussi des Roku un peu plus costauds. Ils ont des gros récepteurs, pour le salon. Le Roku un peu plus costaud, ce que j'aime bien, c'est la télécommande est éclairée, ce qui n'est pas dans le modèle de base. Ça aide un peu. Et surtout, il y a un port USB dans le Roku. Ce port USB-là permet de charger les trucs si on veut, mais surtout, tu peux mettre des vidéos, du contenu, de la musique. Tu le branches et tu peux l'écouter avec ton Roku directement. C'est un disque dur, encore une fois, c'est une alternative au serveur domestique. Tu mets tes vidéos dans un disque dur que tu branches dans ton Roku et bam, et c'est réglé. Tu as un serveur domestique de vidéos qui coûte pas cher par rapport au B-Station qui est plus spécialisé, que tu peux mettre n'importe où dans la maison. Puis comme tu l'as dit, on peut écouter le contenu de son B-Station parce que c'est un serveur Plex, on va le configurer, on va pouvoir le regarder avec son Roku. Tu me fais penser à un truc, c'est une clé très simple, là, le Streaming Stick avec un port HDMI au bout. Il n'y a pas de petit adaptateur souple. Fait que si votre téléviseur a un port USB qui est comme près du mur, mal conçu, ça va vous prendre un câble HDMI encore, une autre dépense. C'est un peu, c'est presque ça, en fait. Il y en avait avant inclus, c'est ça. Ouais. Avant, il y en avait, ça permettait de faire un angle, parce que si tu as ta télé très près du mur et que le port USB, en général, ils sont sur les côtés. En général, le port HDMI pointe sur le côté. Fait que tu mets le petit bâton, c'est pas tout le temps. Quand tu as une télé. Les téléviseurs dans les chambres d'hôtel, encore une fois, sont vissés au mur, puis on se rend pas facilement derrière, puis ça n'a pas été utilisé depuis 3 ans, donc il y a une couche de poussière impossible. Donc, soit dans des hôtels malpropres, Alain. Pourtant, mais entre la théorie et la pratique, il y a un gap, et là, c'est à vous de voir si c'est le temps de le franchir. Mais pour 50$, 40$ pour la version de base, si vous avez un vieux téléviseur dans le sous-sol pour les enfants, vous pouvez le redynamiser. C'est certainement une des meilleures options sur le marché. Voilà. Merci Alain. Merci Pascal. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas, vous avez encore quelques jours pour participer au concours d'Incertec. PC Incertec. Et la réponse, vous n'avez qu'à nous écrire où on était lors de l'enregistrement de l'émission qu'on a faite à Incertec, chez Incertec. Exactement. Je vous donne la Incertec, CH. Comme le cheval blanc de Napoléon, il ne faut pas y penser trop. Il faut aller sur le site du 98.5fm.ca. Dans les animateurs, vous nous écrivez par courriel à cette adresse ou à ce lien, en fait, qui est sur le site. Oui. Et on essaie de faire tirer ça la semaine prochaine. On remercie TELUS, Plan Hub. On remercie Planet Hoster. Planet Hoster, si vous avez envie d'avoir du stockage, mon site web est hébergé sur Planet Hoster. Jetez un coup d'œil dans la description de la vidéo. Vous avez un rabais assez substantiel sur leur service de serveur. Donc et voilà, c'est Lavallois. Vos données sont en sécurité au Québec. Cogeco Média pour la mise en onde et la diffusion du podcast partout dans l'univers. Alain McKenna, on peut lire dans la presse, pascalforgette.com pour me lire, m'écrire. Je vais mettre un article sur le B-Station avec les détails. Encore une fois, j'aime beaucoup. Mais il faut y réfléchir, il faut voir si ça répond vraiment à vos besoins au niveau de la sécurité. Rien n'est parfait, mais ça, c'est pas si mal. Et voilà, tout se gère. Merci Pascal, merci tout le monde. Profitez bien de ce début d'été qui s'amorce de façon, je fais mon bulletin météo, bien sûr, très, très humide et très chaud. Amusez-vous bien vos gadgets et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.